Il y a des épisodes qui ne parlent pas seulement de futur, mais de propriété du futur. Aujourd'hui, nous levons les yeux vers un horizon stratégique, celui où l'IA ne se limite plus à ce qu'elle peut faire, mais à qui la fait, qui la maîtrise et où elle vit. À une époque où les nations sont évaluées à leur capacité à protéger leurs données, à produire leur propre intelligence et à héberger leur propre mémoire numérique, la vraie question n'est pas l'IA va-t-elle transformer l'Afrique, mais l'Afrique est-elle en position de ne pas se laisser transformer par les autres? Pour en parler sans détour, nous recevons aujourd'hui un homme au poste d'observation idéal, un pionnier discret de l'infrastructure essentielle à notre souveraineté digitale. Steve Chouaga, directeur pays de ST Digital Côte d'Ivoire. Avec lui, on parle de data center, de données africaines, de conformité bancaire, de culture d'innovation, et surtout d'un mot qui va redéfinir notre continent: souveraineté. Bienvenue dans Tomorrow, Everything Will Be Human plus AI. Là où l'intelligence artificielle n'est pas une vague à surfer, mais une terre à posséder. Hello Steve, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors, avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas le plaisir comme moi de te connaître, je vais te demander peut-être de te présenter un peu. Donc, qui est Steve Chouaga? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, ton parcours en quelques mots. Je laisse te présenter à nos auditeurs. Pardon. Alors, je suis Steve Chouaga, directeur général aujourd'hui du Côte d'Ivoire, d'une entreprise panafricaine qui s'appelle ST Digital, solution de transformation digitale. J'ai un parcours un peu classique, hein. Je viens du monde des télécoms, j'ai fait des études dans les télécoms, aussi bien en Bretagne qu'à Paris, Télécom Bretagne et Télécom Paris. Et tout de suite, j'ai baigné dans le conseil et j'ai gravi des échelons sur différents sujets télécom, et j'ai décidé en 2020 de rentrer en Afrique avec un premier stop au Cameroun, dans une société qui s'appelle Camtel, qui est l'opérateur historique et qui appartient à l'État, donc en tant que responsable de la partie innovation et tout ce qui va avec les projets. Et ensuite, j'ai donc décidé de prendre l'envol du panafricanisme avec ST Digital, qui est un groupe qui est présent à peu près dans 8 pays aujourd'hui. D'accord, d'accord. Donc, je rappelle que tu es camerounais Exactement, d'origine, oui. voilà. Et Exactement. donc, Le vent Côte aujourd'hui, d'Ivoire. tu es venu chez les beaux-parents. Exactement, la belle famille. C'est ce qu'on appelle, non? Exactement. Et donc, tu nous rappelles rapidement, vous êtes dans 8 pays, lesquels déjà? Oui, on a décidé, on a une stratégie qui est très orientée Afrique en dessous du Sahara, d'accord, et francophone. Ok, Pour l'instant, donc, ça peut changer dans le futur. d'accord. On peut vous avoir des surprises. Mais donc voilà, c'est là aujourd'hui. Donc on a décidé d'être en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc ça fait des hubs autour du Cameroun, du Gabon, des deux Congos. Et en Afrique de l'Ouest, on va être autour de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin. Et là, on est en train de travailler le Sénégal, sur lequel on a quelques marchés, et la Guinée. D'accord, ok, c'est top, c'est top. En tout cas, félicitations. Merci. Écoute, Steve, on va rentrer dans le vif du sujet. Yes. Donc, on va parler de souveraineté numérique. On entend souvent ce concept qui est un peu abstrait. Est-ce que pour toi, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour toi, c'est une réalité? Parce que tu as parlé aujourd'hui de panafricanisme. Donc, ST Digital, c'est ancré dans votre ADN. Donc, du coup, dans ton ADN, on parle de plus en plus donc de ce concept-là, la souveraineté numérique. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est concret aujourd'hui en Côte d'Ivoire, puisque tu es le directeur pays Côte d'Ivoire de ST Digital? Est-ce que c'est un débat qui avance réellement, qui fait sens aujourd'hui? Alors, la réponse, elle est pas. La réponse ne peut pas être dualiste, elle ne peut pas être oui ou non. Une chose est sûre et certaine, c'est que il y a quelques avancées. La souveraineté numérique, déjà, c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment donné, on est souverain de sa donnée. La donnée, c'est un peu l'or bleu aujourd'hui. On a connu le pétrole, on a connu l'or avant le pétrole. Donc, la donnée aujourd'hui, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle permet de prédire, elle permet de bâtir des économies, elle permet. On en passe, quoi. La souveraineté numérique, c'est de dire on peut bâtir quelque chose à partir d'une donnée contextualisée. D'accord? Et pour qu'elle soit contextualisée, ça veut dire qu'il faut qu'on la possède. La posséder, ça prend plusieurs angles. La posséder de manière physique, la posséder de manière intellectuelle, c'est-à-dire le procédé qui crée, le process qui mène à la création de la donnée
doit nous être propre aussi, parce que la création de la donnée en Europe n'est pas la création de la donnée en Afrique. Donc, il y a ces différents aspects. Aujourd'hui, l'Afrique, alors on va parler vraiment plus, on va se concentrer sur la Côte d'Ivoire notamment. La Côte d'Ivoire essaye des avancées. Il faut quand même ne pas oublier que un des premiers pays à avoir créé une loi RGPD, c'est la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui régie par la RTCI. Et si tu crées une loi RGPD, c'est parce que tu sais déjà qu'il y a une sensibilisation sur la donnée. Ça, c'est déjà de facto. Donc, c'est déjà une avancée. La deuxième avancée, c'est que on a une banque centrale qui a décidé d'imposer aux fintech et aux entreprises financières, du moins aux sociétés financières, donc les banques et les SGI, d'avoir une partie de leurs données localement. Donc, ça, c'est les avancées réglementaires, c'est des avancées de conception. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire, mais vraiment beaucoup de choses pour qu'on arrive à cette souveraineté-là. Je tiens quand même à rappeler une chose qui est très forte et très vive, c'est que la souveraineté, nous, on le prône chez ST Digital depuis 2017. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, on se parcourt les salons dans le monde, comme on a des data centers, donc on est Ouais. invité dans pas mal de salons, que tout le monde en parle. Il y a la guerre, on va revenir sur l'IA, mais il y a la guerre de qui possède la meilleure IA, ChatGPT, Claude, etc. Tout le monde en parle et j'ai l'impression que l'Afrique, en tout cas francophone, les anglophones c'est un peu différent, quoique ils sont aussi dans le même problème, l'Afrique francophone n'a pas encore, c'est un vain mot ici, c'est un mot à la mode, mais on n'est pas encore passé à l'acte Ok. de la souveraineté parce que la souveraineté, ça va au-delà une fois de plus, j'ai dit posséder, et je parle de conception. Donc, effectivement, on est souverain si on la possède, mais n'oubliez pas qu'il y a la main can act. Ça veut dire que la donnée peut être dans votre territoire, mais si elle est dans votre territoire chez des Américains, ben, elle ne vous appartient pas, vous n'êtes pas souverain, parce que l'American Act fait Elle que appartient aux voilà. Donc, je crois qu'on n'a pas encore vraiment tout compris, mais on y arrive. On y arrive et on va le faire, voilà. Les bases sont posées. Oui, les bases sont posées. Ok, bah du coup, je vais rebondir sur ce point-là parce qu'on répète partout que l'Afrique doit être productrice et non seulement consommatrice. Où on en est réellement aujourd'hui de ça? Parce qu'on dit, ok, on a posé les bases, mais est-ce que il y a des industries ivoiriennes qui sont aujourd'hui prêtes, de ton expérience, hein, donc je le rappelle, ST Digital, vous êtes la première entreprise subsaharienne à avoir implémenté un data center tier 3. Alors, on est le premier data center Tier 3 éco-responsable, de type Tier 3 éco-responsable, possédé par les Africains. Donc, D'accord. il y en a des data centers Tier 3. Ok. Orange est un data center Tier 3. On ne Ok. doit pas faire de Ouais. pub, mais voilà. Mais je veux dire, c'est que nous, on est parti du côté souverain. Donc, on est vraiment le premier data center totalement souverain africain. Ok. Et ça, c'est un très bon point. Donc, je vous en félicite Non, de déjà. rien. Et donc par rapport à cela, donc forcément à tout ce qui est hébergement de données, confidentialité, est-ce que tu sens qu'il y a un besoin, enfin, réel? Est-ce que les gens il y a une prise de conscience? Est-ce que tu vois des industries qui sont prêtes à s'approprier justement les données souveraines, Mhm. pour ne pas dire une IA éventuellement souveraine? Alors, on va repartir sur la big picture. OK? L'Afrique aujourd'hui, c'est à peu près. Alors, pendant très longtemps, on n'a pas eu du chiffre, ça représente combien de 3%, 5%, 6% des data centers au monde. C'est même pas ça le plus important. C'est à peu près 0,4, une étude McKinsey qui est sortie ce mois d'ailleurs, c'est 0,4 gigawatts si on prend tous les data centers. Alors, on mesure un data center par sa puissance électrique, parce que c'est ça que consomment les serveurs. Donc, Ouais. c'est comme ça qu'on mesure un data center. Donc, c'est à peu près 0,4 gigawatts. OK? Avec les tendances actuelles, sans parler même d'IA, hein, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe, on entend parler souvent de modernisation ou de numérisation des politiques publiques, des choses comme ça. En 2030, cela représentait à peu près 2,2 gigawatts. Ok. OK? Donc ça veut dire que déjà on n'est pas bien là. Il faut trouver c'est fois 5 en gros. Il faut trouver 5 fois plus de data centers pour, en tout cas, ou augmenter les puissances. La deuxième chose, c'est que 0,4 gigawatts, on a 5 pays à peu près qui sont des mastodontes. On a cité le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, etc. Ce n'est même pas la puissance de la France, qui est à peu près à 800 mégawatts, je crois. Ok. Donc, il y a un gros pas, il y a beaucoup de choses à faire. Une fois qu'on a dit ça,
revenons un peu à ce qui, au sens même de la question. Notre point de vue chez ST Digital, qui peut être contredit ou partagé d'ailleurs, euh, on a lancé par exemple les premiers GPU qu'on a pu mettre dans les serveurs, etc. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de POC, mais pas encore assez de proof of concept, Ouais. mais pas encore assez de déploiement massif. Donc l'IA reste encore, alors pourtant que moi je le pense, l'IA c'est pas le futur, c'est le présent, c'est même le passé d'ailleurs. On est déjà sur autre chose là, ça Ouais. va trop vite. C'est bien présent. Et l'IA reste encore un projet. On développe des politiques publiques. Moi, je félicite la Côte d'Ivoire qui a fait un manifeste sur l'IA et la gouvernance de la donnée. Mais quand on voit le déploiement de ce manifeste, là, c'est sur 5 ans. Sauf que dans 5 ans, ben, ce sera trop tard. Ouais. Donc, les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a plein d'entreprises. Donc, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui si les entreprises sont prêtes ou pas. Je sais qu'on a des discussions avec des entreprises qui veulent faire le pas, qui souhaitent faire le pas. Je pense que parfois, il manque du comment. Ouais. Et Elle surtout, cherche par quel bout. par quel bout tirer la Ouais. chose. Moi, je tiens juste à dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il faut se lancer parce que en fait, par de la donnée. Et une fois de plus, la donnée, c'est ça qui donne sens même à ce qu'on fait. On a parlé de KYC longtemps pendant les banques. Je ne sais Ouais. pas si on remplit tous des fiches parce que c'est la donnée. Donc, c'est ça qui fait sens à ce qu'on est. Donc, les entreprises devraient massivement se lancer parce qu'on a raté le train de l'Internet en Afrique. Il ne faut pas qu'on rate quand même le train de l'IA parce que là, on sera débordé et c'est fini. Hein. Ouais. C'est le futur. Effectivement, on est d'accord qu'il y a un véritable enjeu ici, crucial. Et c'est vrai qu'au niveau donc de la Côte d'Ivoire, et j'imagine, je pense il y a d'autres États qui suivent, hein, ou qui sont même légèrement en avance sur la Côte d'Ivoire par rapport à ce genre de politique-là, sur tout ce qui est IA. Il y a cette volonté, mais derrière, c'est vrai qu'il faut peut-être que ce soit suivi d'actes concrets à ce moment-là. Très concret. Et justement, lorsqu'on parle de maîtrise de la donnée par rapport en fait à ST Digital, donc qui va jouer ou qui joue déjà maintenant un rôle central, hein, Alors, dans... juste avant que tu ne passes sur ta prochaine question, Oui, il y a un chiffre qui m'a marqué au dernier CEO Forum, donc c'était à Abidjan, oui, et il y a une entreprise bon, une fois de plus on ne fait pas d'appui, mais une entreprise française qui travaille sur la donnée qui s'appelle Artefact, et elle disait ceci, c'est que 2%, donc quand vous asseyez en plein Abidjan, oui, et que vous posez la question à ChatGPT ou à Claude ou Gemini, etc., les réponses que vous avez, parce que l'IA, c'est quoi? Ça s'entraîne par rapport à votre comportement, ça s'entraîne tout à fait. par rapport à des données qui sont mises sur Internet, ça s'entraîne sur beaucoup de choses. Oui. 2% de ces réponses sont des données entraînées par des Africains. C'est très grave. Ça veut dire que même la réponse de l'IA, aujourd'hui, elle est biaisée parce qu'elle est occidentale, elle est basée en Occident. Elle ne tient pas Elle ne compte tient pas de compte du notre contexte. réalité. C'est-à-dire que c'est pas toi, Mohamed, qui l'a entraîné. Ouais. C'est que, bon, on a posé des questions Bata, elle est basée à l'Occident, on voit Bata. 1000 personnes ont posé la question, il y a 10 Africains, donc on prend sur les 990. Ce qui est tout à fait logique, hein, je veux dire, il n'y a pas de débat dessus. Donc, tant qu'on n'a pas prendre cette ouais, notion la fameuse notion de contexte. de contexte, Voilà, le contexte il est très important. c'est la base. Et on est allé loin. Bah écoute, merci parce que c'était un peu ça, j'en venais en fait, hein. Ah, d'accord. C'était ça ma question, de savoir justement par rapport à tout ce qui est infrastructure souveraine et donc de données, data center, qui dit data center dit données justement, donc données africaines hébergées donc sur le continent dont on est propriétaire. Est-ce que tu penses que ça devient un enjeu vital justement à l'ère de l'IA? C'était ça ma question, mais en fait tu viens d'y répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est de pouvoir entraîner une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, en fait, sur la base de nos données locales. Maintenant, quid de la qualité des données récoltées? Bon, ça, on va laisser d'autres experts. Mais on a fait quelque chose en Afrique, il faut qu'on arrête de se piétiner dessus. On a fait des choses bien quand même en Afrique. On a fait quelque chose en Afrique, c'est que on a développé des ingénieurs. On a développé des développeurs. Tu le sais mieux que moi, tu as plusieurs, en tout cas, tu as plusieurs actes dans tes mains, mais donc on a réussi à quand même à trouver de la ressource humaine. Bon, pas toujours adaptée. Ça, c'est encore un autre sujet et un autre plaidoyer que j'ai parce que je trouve qu'on délaisse un peu je pense qu'on devrait avoir plus de centres techniques plutôt que des bacs généraux et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Mais on a réussi à avoir ça. Ouais. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'infrastructure pour ces développeurs. D'accord? Donc, alors, sans faire de pub, ST Digital, je comprends pas le cas, on dit, bon, on va fournir des data centers complètement possédés par des Africains, faits par des Africains, etc. Même les fonds d'investissement sont africains d'ailleurs chez ST Digital. On est au bout de la chaîne, de la chaîne, de la chaîne, de la chaîne. Super. On est vraiment allé au bout. Ils sont pour ça africains. Le fonds,
On a un fonds qui nous accompagne, qui est Uhuru, qui est nigério-ivoirien et ghanéen, qui a 3 partenaires qui sont les 3 nationalités et qui gèrent ce Vachement fonds. impressionnant. Donc, du coup, maintenant, il nous manque quoi? L'infrastructure. Ouais. Il faut pas se mentir, c'est pas demain qu'on va créer des serveurs. Moi, la dernière fois chez OVH, ils créent leur propre serveur, j'étais impressionné. Mais c'est pas demain qu'on va créer ces serveurs. Laissons-nous le temps de le faire. Mais il faut au moins qu'on puisse donner à ces développeurs qu'on a créés au fil de ces générations, c'est-à-dire, il y a 10 fois plus de développeurs depuis 2010 que de 84 à 2010, quoi, tu vois. Il faut qu'on puisse leur donner une infrastructure qui soit locale pour qu'elle puisse l'entraîner, cette donnée-là, et qu'elle puisse générer cette IA, qu'elle puisse développer des applications qui sont propres à nous, qui sont contextualisées. Et aujourd'hui, on n'arrive pas encore à... C'est pour ça qu'on parle de souveraineté. C'est vraiment un mot très galvanisé aujourd'hui, très galvaudé, pardon, aujourd'hui, mais je crois qu'on n'a pas compris la profondeur. On n'arrive pas encore à fournir à ces multiples ingénieurs un environnement basique, vraiment terre à terre, sur lequel ils peuvent développer localement leurs applications. Et n'oublions pas que l'IA amène quelque chose de magnifique, c'est que le développeur qui est assis à Yopougon, ben, son marché n'est pas ivoirien, il n'est pas celui de Yopougon, il est mondial. Effectivement, Donc, effectivement. Comme disent les Américains, preach. exact. C'est là qu'il n'y a que le talent qui prime. Oui. À l'ère de la Il n'y a mondialisation, que le talent. tu as un talent de codeur, de développeur. Tu peux vendre aussi bien tes services à New York, à Paris, à Hong Kong, Gabon. où tu veux. Voilà, en restant Ouais, habitué. non, c'est exactement ça. Ok. Effectivement, ça ouvre pas mal de perspectives et ça, c'est vachement intéressant. Et donc, forcément, on se pose la question parce que on le voit dans d'autres secteurs d'activité. Les Africains, et donc là spécifiquement les Ivoiriens, ont tendance à préférer ce qui vient de l'étranger à ce qui est local. Bon combat, ouais, mais Ça, c'est bon pas- combat. C'est ça. Donc, on va dire quoi? Ok, on parle de développer donc une IA locale, Ouais. IA, mais ça va être IA locale versus IA externalisée. Exact. Alors, beaucoup d'entreprises utilisent des IA qui forcément sont hébergées à l'extérieur en cloud international. Ouais. Donc, le cloud, je le rappelle, en fait, hein, en réalité, c'est un terme pour désigner un data center qui est quelque part. Exactement. Donc, le data center, il peut être à 2 km ou 2 mètres de chez vous, tout comme à l'autre bout du monde. Donc, le data center de ST Digital est un cloud aussi. Oui, on fait du cloud. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup préfèrent donc utiliser éventuellement une IA à l'international, sur le cloud international. Mais cela pose des risques en matière de souveraineté, de confidentialité, de conformité BCAO, on en parlait en début d'entretien. Est-ce que tu vois des secteurs pour lesquels l'IA souveraine devrait être obligatoire? Oui, une fois de plus, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des gens qui ont fait des études dessus, qui les ont très bien faites et qui les appliquent déjà dans d'autres pays. Et les pays qui sont pas africains, malheureusement. On ne peut pas parler de politique publique et laisser nos données de santé à l'étranger. Ouais. C'est pas possible. Parce que c'est ça qui fait nos prédictions. Le taux de mortalité, c'est ça qui nous permet de dire si on paye les impôts pendant 30 ans, à quel âge on va à la retraite même. C'est des prédictions de malades, en fait, derrière. On ne peut pas aujourd'hui parler de finances et laisser nos données à l'étranger. On ne peut pas parler... Il y a des métiers dont on parle peu, mais qui, moi, me tiennent à cœur parce que c'est des gens qu'il faut qu'on tire aussi par le bras. Il faut que, à un moment donné, que l'écosystème s'attire. Le gaming. Oui. Le gaming. Moi, c'est un métier qui me tient à cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont des superbes idées. C'est l'entertainment de nos enfants. Donc, ça veut dire que c'est aussi une façon de raconter l'histoire. Tout à fait. On oublie ça, en fait. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on donne comme histoire à nos enfants. Et tant que l'histoire vient de ce qu'on appelle le Nord, Voilà, c'est pas... j'ai une amie qui dit qu'il faut qu'on se réapproprie la narrative. Le narratif, totalement. La Tu vois? narrative africaine. Oui, c'est très important. Ouais. Et enfin, il y a les fintechs. On parle beaucoup de nos fintechs aujourd'hui qui ont montré la résilience qu'il fallait pour s'en sortir. On peut pas le laisser. Donc il y a autant d'enjeux de souveraineté. Et c'est des domaines qui me viennent comme ça à l'esprit. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Les banques, ça c'est j'ai parlé de finances. Donc c'est des enjeux qui sont assez importants sur lesquels on devrait imposer un certain nombre de choses. Et je vais donc rebasculer sur
la petite intro que tu as faite en disant, ben, on est là et il y a des gens qui préfèrent l'Occident, etc. Vous savez, il faut que l'Africain comprenne que on est dans un monde aujourd'hui où le billet de banque vaut mieux que la donnée, vaut moins que la donnée. OK? Donc, on peut avoir 10 000 francs en poche. Mmh. Moi, si j'ai la donnée, je suis beaucoup plus riche que vous. Ouais, ça c'est puissant ça. C'est très, très puissant ce que je suis en train de dire. Et je me rappelle toujours les premières banques africaines, Ecobank, Coris Bank, BCC qui a été nationalisée Ouais. dernièrement. On est quand même d'accord que elles ont eu un encouragement du public. D'accord? Parce que quand on parle aujourd'hui, effectivement, Société Générale, je crois que j'ai vu le classement bancaire, ils sont deuxième maintenant, parce que je crois qu'Ecobank est passé deuxième, premier en Afrique de l'Ouest. Bon, bref, je ne maîtrise pas très bien le secteur bancaire, désolé. Mais quand on parle aujourd'hui de bancarisation des Ivoiriens, c'est vers ces banques-là qu'on se tourne en général. Ouais. D'accord? Et elles ont essuyé des plâtres. On se rappelle encore des applications qui marchaient mal au début, qui marchent mieux aujourd'hui. Bon, on était là derrière. Ouais. Et c'est la même chose qu'il faut faire avec la data. Donc, je suis très, très interrogatif quand je me présente face à une banque et qu'elle ne choisit pas un cadre africain et qui il peut être un autre, d'ailleurs, chez moi. Justement, je veux faire, désolé, sans vraiment t'interrompre, que justement, quand on parle du secteur bancaire, c'est le secteur qui parle le plus de souveraineté, Oui. mais qui avance très lentement. Très, très longtemps. Et selon toi, qu'est-ce qui bloque justement? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est la culture interne? Donc la culture d'entreprise? Qu'est-ce qui bloque selon toi? Je pense que c'est la peur, le coût et la culture. Le coût, non, pas le coût. Je ne mettrais même pas le coût. Moi, je pense que c'est la peur Oui. et la culture d'entreprise. D'accord, donc le frein au changement. Oui, c'est-à-dire que n'oublions pas que toutes ces banques, pour la plupart d'entre elles, appartenaient d'abord à des banques internationales, donc Ouais. elles avaient leurs habitudes. Elles ont l'habitude de Microsoft, elles ont l'habitude de plein d'éditeurs, de cloud, des hyperscalers européens, quoi. Donc en se disant, ben, si on passe sur une souveraineté, est-ce que ça va bien marcher, etc. Et la peur parce que ben, personne n'a envie d'échouer. Et donc, ça traduit quoi? Ça traduit le manque de confiance. Et moi, je fais partie des gens qui ne pensent que consommer africain, c'est bien, mais il faut consommer le bon africain, entre guillemets. Ouais. Je veux pas venir au podcast de Mohamed parce que je connais Mohamed. Non. Je veux venir au podcast de Mohamed parce qu'il est qualitatif. Donc, déjà, c'est à nous, les Africains, de le mettre aux standards internationaux. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas faire un plaidoyer et être en dessous. Donc, ça ne va pas. Mais ce que moi, je dis aussi, c'est que quand on a les Africains qui sont aux standards internationaux, que ce soit un développeur, il dit une fois de plus, une start-up ou des plus gros, un peu comme nous, de data centers, etc., il faut qu'on apprenne à se faire confiance parce que c'est main dans la main qu'on va avancer parce qu'on a les mêmes problématiques et on sait gérer les mêmes problématiques. D'accord. Et ça, c'est le plus important. C'est ça. Et si tu dois convaincre un DG de banque de franchir le cap en 30 secondes, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai pris mon compte dans ta banque, donc je peux faire confiance en mon meilleur. Ta banque est africaine, j'ai ouvert mon compte. On essuie les plâtres et on vous voit grandir et on grandit ensemble, surtout. Ouais. Et donc, grandissons aussi ensemble, faisons du cloud 100% africain sur lequel tu possèdes ta donnée. Super, super. Hein? Et justement, donc on est encore une fois dans tout ce qui est données sous souveraineté numérique, données souveraines, IA souveraine. Donc forcément, le vrai nerf de la guerre ici, c'est les données. Oui. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'or bleu. Moi, j'ai un ami qui parle d'or gris. Mais finalement, voilà. Parce que je pense que c'est en référence aussi à la Matière grise. C'est assez intéressant. Donc, c'est le nouvel or. Hein. Mais la question, c'est est-ce que nos entreprises et les individus ici sont conscients de ce fait-là? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises savent gérer leurs données? Les structurer? Non, alors, on ne peut pas dire qu'il y a des gens comme toi qui sont conscients. Il y a des gens comme moi, donc ça existe, des gens conscients. Et tu sais, la première chose qui montre qu'on est conscient de quelque chose, c'est l'organisation. Dans mon ancienne vie, j'étais un stratège d'entreprise, donc je parlais beaucoup d'organisation, mais tu vois, on a été très vite conscient que la DSI n'était pas un centre de coût et devait accompagner la stratégie de l'entreprise. Donc, on a créé une DSI forte qui siège au CODIR. Ouais. Donc, l'Afrique a suivi ou pas, ils ont fait ça. On était conscient que la sécurité était un problématique.
Donc, de plus en plus, on voit des RSSI qui reportent directement au directeur général, qui ne passe même plus par le DSI parce qu'il ne peut pas être jugé arbitre, etc. OK. Je pense que si on était conscient de l'apport de la donnée, on aurait des directeurs de données qui drivent une stratégie, Donc un département de la un donnée. département entier de la donnée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'entre eux, j'en connais 2 ou 3 en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas, donc ça prouve que c'est encore vu de loin, on regarde de loin, on observe, mais on n'a pas encore pris la conscience de ce que ça peut nous apporter. Et on parle de données, mais je te remets le même truc, parce que données, IA, pour moi, aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, c'est que l'IA, c'est encore vu de loin. On regarde, des premiers regards que moi j'observe, c'est des chatbots. Donc on Ouais. essaie quand même de nourrir un Ouais, peu c'est les une des chatbots. premières applications Ouais, concrètes. sauf que ça fait longtemps que ça existe. Et à un moment, il Faire- faut passer le cap, quoi. Il faut aller ailleurs. fallait Et pour- encore, il faut avoir une chatbot qui soit bien entraînée à ton entreprise pour pouvoir répondre et vraiment faire des choses automatisées, tu vois. Ouais. Mais je connais très peu de personnes qui envoient leurs ingénieurs apprendre à prompter. C'est quand même la base de l'IA. Le prompt, c'est la base de l'IA. Donc, normalement, on devrait avoir des formations prompt qui sont remplies d'ingénieurs. Voilà, en fait, on devrait créer une entreprise de formation prompt. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais normalement, on ne devrait pas être pauvre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De quoi faire, effectivement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on a pris le pas. Je pense que c'est un mot qui est à la mode. On aime bien se dire que, ouais, on est orienté de données, etc. Les codiers sont gérés un peu plus avec des KPI. Donc, oui, la donnée, quand même, circule. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a pris le pas de la profondeur de ce que ça D'accord. peut apporter dans le développement de D'accord. l'entreprise ou Il y d'un aurait pays. tout un travail à faire au niveau de la qualité, surtout des données. Oui, la qualité. Donc, je recevais quelqu'un qui me disait justement garbage in, garbage out. Out, yes. Donc, forcément, si vous donnez des mauvaises données ou des données de mauvaise qualité à votre IA, vous ressortira des résultats de mauvaise qualité. Elle a entraîné, donc c'est vous qui l'entraînez. Hein, donc, Tout à fait. Et donc, d'où l'intérêt de vraiment structurer, d'organiser sa donnée. Oui. Et ça, c'est très important. Et justement, parlons justement de données. Est-ce que tu penses qu'il faudrait établir un cadre réglementaire justement pour la Côte d'Ivoire qui soit plus fort sur l'IA? Donc, on a déjà une initiative qui a été lancée Oui, récemment oui, au oui. niveau donc, du gouvernement. Du gouvernement, du ministère de Et la transition de start-up. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait aller un peu plus loin et avoir un truc un peu plus spécifique? On a le Startup Act aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il faudrait voilà, un cadre réglementaire structuré beaucoup plus fort aujourd'hui sur l'IA au Côte d'Ivoire? J'ai l'impression qu'il faut d'abord. Excuse-moi, je vais répondre. Tu vas avoir l'impression que je réponds à côté, mais en fait, j'y viens. J'ai l'impression qu'il y a d'abord des prérequis à faire avant d'y arriver. Ok. Tu vois, on a un cadre sur la gestion de la donnée qui est géré, comme je disais tout à l'heure en introduction de la RGPD que j'avais parlé à RTCI, qui se porte plutôt bien. Il y a des choses à digitaliser, mais ça se porte plutôt bien. On revient toujours à la souveraineté de la donnée. Une donnée souveraine, on a dit en introduction, on en a parlé longuement pendant cette interview, c'est d'abord localiser et ensuite c'est la manière de la penser. Donc il faudrait d'abord encourager qu'on la localise et qu'on la pense localement. Ok. Donc avant de faire du réglementaire, il y a 3 choses qui sont, et ça c'est un plaidoyer aussi, à chaque fois que je vois un politique, c'est ce que je dis, c'est que j'ai dit en introduction qu'il y avait 0,4 gigawatts et on doit passer à 2 si on ne fait rien là. Maintenant, si on passe à l'IA, on doit passer à 10 quoi, à 10 gigawatts. D'accord. Ok. Ouais. Donc, il faudrait qu'il y ait un cadre qui permette qu'on passe à 10. Il y a 3 manières de l'avoir. Première manière, c'est le réglementaire. Ok. Donc, dire, Mohamed, si tu as une entreprise qui fait de la fintech, débrouille-toi, les données sont locales. Si tu es dans le milieu pharmaceutique, débrouille-toi, les données sont locales. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, si c'est local et qu'il n'y a pas de data center, moi, mes autres dire, super, bon, écoutez, je veux bien, mais qu'est-ce que je fais? Donc, la deuxième manière, c'est un data center, c'est quand même un certain investissement. OK? Et il ne faut pas que l'État s'en mêle. Les privés n'ont qu'à gérer leur investissement. Mais il faut permettre et faciliter l'implantation d'un data center. Ça veut dire quoi? Un data center est constitué de quoi? C'est très simple. Hein? On construit un bâti, en ciment, briques de terre, comme on veut. On met des appareils et on met des serveurs. Donc, la première chose, c'est l'exonération des impôts sur les serveurs qu'on fait venir, parce qu'on ne les fabrique pas encore pour l'instant. Il n'y a aucun Africain qui fabrique des serveurs de grande puissance. Donc, un des leviers, ce serait la fiscalité. C'est la fiscalité, et notamment. C'est-à-dire qu'on dépense 30% d'un data center vient
des serveurs et de tout le matériel, les groupes électrogènes et tout ce que tu veux derrière. Donc ça, c'est un deuxième levier. Et le troisième levier qui est super important, c'est de dire comment pense IA. Et comment pense IA, ça veut dire éducation. Mhm. Éducation, ça veut dire introduire de plus en plus, donc je reviens encore sur mon plaidoyer, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de valoriser de plus en plus les diplômes techniques plutôt que les diplômes généralistes. Créer des cursus, intelligence artificielle, prompteur, je sais pas, j'ai pas le nom encore aujourd'hui. Et après ça, on pourra dire, bon, effectivement, et tout ça là, ça va permettre que, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, hein, en Occident, on parle de la peur de l'IA, suppression de postes, en Afrique, c'est pire. Tout le monde a peur de l'IA, sauf les geeks. Il n'y a que les gens comme nous, on nous prend même pour des fous, en fait. L'IA, mais tout le monde a peur de l'IA, tout le monde. Et donc, il faut enlever cette peur-là. Et enlever cette peur, parce qu'il n'y a pas que le bon, c'est une évolution, mais c'est une évolution qu'on ne peut plus faire sans, c'est fini là. C'est pas le futur, c'est plus une décision en fait, ce n'est plus une décision, on doit faire avec. Donc enlever ça, ça veut dire que à un moment donné, il va falloir être capable de former des gens, mais au-delà de former, d'acculturer les gens. De leur dire voilà ce qui peut se passer, d'anticiper et de dire voilà comment ça va se passer. Et à ce moment-là, une fois que les gens sont acculturés, on pourra mettre un cadre, parce l'IA doit être encadrée. Et ça, c'est un combat qu'il faudra avoir. Et je pense qu'il y a d'autres des juristes l'ont déjà pris de bras de corps, ça doit être encadré. Donc il faut une réglementation. Donc avant d'arriver à la réglementation, tu vois, j'ai quand même pas mal de choses que je pense qui doivent être faites pour que l'IA soit localisée localement dans un data center ici et qu'elle soit pensée locale. Et après, on arrive à la réglementation. Effectivement. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, un des enjeux qu'on a, que ce soit de l'acculturation, que ce soit l'intégration, parce qu'on parle effectivement de ce qui se fait en Occident, mais on doit aussi tenir compte de nos réalités, c'est souvent le manque de moyens. Et donc j'anticipe déjà ce qu'on va nous dire. Aujourd'hui, dans le public, dans le secteur public, hein, de manière générale, on va nous dire, ah bon, on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens de peut-être de l'intégrer au niveau donc de la formation de nos plus jeunes, même si c'est une nécessité vitale. Pour nous, voilà, c'est un pari sur l'avenir. Mais on a cette barrière. Limite pour moi, elle est psychologique. Parce qu'avant même de demander combien est-ce que ça nous coûterait, on répond directement. Exactement. On n'a pas les moyens. Exactement. Parce que pour nous, c'est forcément trop cher. Trop cher. Exactement. Du coup, est-ce que tu penses que l'IA souveraine à terme, c'est quelque chose qui est accessible ou encore un horizon lointain au vu de tout ce que tu viens de décrire? Mohamed, ma réponse est sans appel. Oui, C'est que si c'est pas demain, c'est fini. ok. Elle est vraiment sans. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est comme si on nous demandait si la gestion du pétrole, c'est quelque chose qui est, pour les recettes de l'État, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, envisager ou pas. Ouais. Mais en fait, bon, une fois de plus, il n'y a pas que du mauvais. Le président Alassane Ouattara, avec le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, ils ont fait un plan ambitieux, ils ont mis des budgets derrière, donc qui sont même passés d'ailleurs au Sénat la semaine dernière. Donc ça, c'est super. Je pense qu'il faudrait un peu plus d'ailleurs, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, il faut vraiment applaudir. Mais on ne doit pas plus se poser la question, parce que sans IA, même l'économie, il n'y en a plus. On n'est plus, c'est-à-dire que la souveraineté n'est plus la souveraineté de l'IA, c'est la souveraineté de son pays. Oui. On ne parle plus de souveraineté de l'IA ou pas, on parle de la souveraineté de son pays. Je crois qu'on ne se rend pas compte que tout aujourd'hui est hyper connecté et dépend de quelque chose. L'IA, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, si on continue tel qu'on est et on est toujours dans la crainte, ben les autres vont nous posséder et on va toujours dépendre d'eux et on dépendra d'eux. Il ne faut pas qu'on vienne pleurer derrière, tu vois. Donc, il faut que chacun joue ça. Et une fois, tu me disais en prélude, ouais, tu pourrais parler de ta société, mais ça concerne même notre quotidien. Soyons curieux. Allons, ChatGPT, il y a des versions gratuites. On parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a d'autres trucs. Hein. Mais il y a des versions gratuites. Aujourd'hui, je ne pourrais plus jamais comprendre de recevoir une lettre de motivation avec des fautes alors qu'il y a l'IA. Non, mais je vais dire, comment tu veux que le gars, même s'il est brillant... Faudrait-il encore qu'il sache l'utiliser? Mais c'est ça que je dis. C'est ça le sujet. Donc, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que même le gars le plus brillant au monde, s'il ne s'accapare pas cet outil, mais il sera démobilisé par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins brillants que lui. Donc, ça nous donne quand même un avantage. Et une fois de plus, il y a des inconvénients qu'il faut qu'on encadre. Mais on ne peut plus penser en dehors de ça parce que c'est là.
Les chiffres de l'économie en parlent. Quand on parle des sociétés les plus rentables, quand on parle de... Et c'est en quoi? Ça va doubler, ça va tripler même. D'accord. Mais derrière le discours, derrière ce que tu me dis là, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu es quand même, ça peut sonner un peu alarmiste, mais est-ce que tu es quand même optimiste, euh, disons, sur l'avenir donc de cette souveraineté numérique, donc de laquelle dépend beaucoup de choses, hein, on Mhm. vient déjà d'en discuter, ou est-ce que tu penses que il faut donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça se remue un tout petit peu? Comment est-ce que tu vois les choses? En termes de ressenti, hein. Oui, oui, oui. Non, je suis optimiste parce que je pense que aujourd'hui on en parle. C'est un peu. Mais c'est les deux. C'est que je suis optimiste, mais il faut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà. C'est-à-dire qu'on en parle. Il y a plein de salons qui sont autour de ça. Fait que on a créé la SIAD en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire même l'armement rencontre l'IA, l'informatique. Donc voilà, on sait. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde a peur, certes, mais tout le monde sait. N'importe qui va te dire IA. Ouais, on va parler j'aime bien ça, hein. Je suis un enfant des années 80, comme on dit. Ouais, ouais. On a tous grandi avec Terminator 2 et Skynet. Exactement. Donc, il y a forcément toujours cette petite appréhension. Exactement, de dire que. Et donc, oui, donc je suis optimiste parce que je pense que. Mais il faut aller plus vite que des plans sur 10 ans, bachepata, parce que les autres, ils ne font pas des plans sur 5 ans, ils font des plans sur 2 ans, quoi, en fait. Donc, Donc, accélérer la ouais, il faut cadence. accélérer la cadence. Et Ouais. du coup, en termes de vision stratégique, si tu te projettes en 2030, Oui. à quoi ressemble une Côte d'Ivoire réellement souveraine numériquement et pleinement entrée dans l'ère de l'IA? C'est une Et question. quel rôle tu y vois ST Digital y jouer? Ah, Donc là, ça, c'est une je te question donne pour quand moi. Parce même que la la... première question, quand même, c'est pour le ministre. Mais on va y répondre, hein. Non, non, je vois une Côte d'Ivoire. Déjà, la Côte d'Ivoire doit jouer sa place de leader. OK, c'est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être francophone en tout cas. On va peut-être éviter, on va enlever le Nigeria, mais c'est un leader naturel, Ouais. très naturel. Ne serait-ce que par sa situation géographique. Ça, on parle beaucoup de caps sous-marins qui aident aussi à la Il connectivité. faut préciser, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au large de la Côte d'Ivoire arrivent quasiment toutes les connexions des câbles optiques qui relient et qui distribuent Internet, voilà, à travers le monde. Le monde. Voilà, officiellement, la Côte d'Ivoire est très, très, très Très connectée. connecté. Ça, c'est le seul problème, c'est la connexion terrestre. Une fois arrivé en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est très Ah connectée. oui, je crois que je viens de livrer certains opérateurs à la vindicte là, parce qu'on ne comprendrait pas trop aussi. Pourquoi il y a des problèmes? Mais c'est pour ça que je dirais le mot théorique. Théoriquement, oui. On est très connecté. Et donc, la Côte d'Ivoire doit déjà jouer ce rôle de leader là. Et surtout, elle doit, en 2030, moi, je vois une Côte d'Ivoire qui a pris le pas de l'IA, qui a pris le pas du changement, qui a contextualisé la chose, parce qu'il ne faut pas juste prendre, il faut la contextualiser par rapport à nos cultures, nos façons d'être. Je vois surtout un e-government qui soit mieux qu'au Rwanda, par exemple, où chaque citoyen peut avoir sa carte d'identité ou son acte de naissance via un portail. Ça, c'est très rapide. Voilà. Ce ne serait pas une hyper avancée. Le Rwanda le fait déjà, mais je le vois aussi. Et je vois des services à valeur ajoutée qui arrivent en Côte d'Ivoire parce que justement on a intégré l'IA. Je vois une politique qui est mieux pensée, une politique publique. Je vois des outils qui sont donnés à ceux qui pensent à la politique publique justement parce qu'on a intégré l'IA qui leur permet d'avoir des outils pour pouvoir penser une politique publique pour le citoyen. Et je vois aujourd'hui, donc pour rester digital, j'espère qu'on aura des concurrents et qu'on sera au moins 3 ou 4 en fait. Et que nous, en tant que pionniers, j'ose croire qu'on aura aidé et accompagné l'État. Et pour ça, il faut forcément que l'État parle avec le privé, ceux qui font aussi, Ouais. pour se projeter par rapport à cela, parce que c'est pas des choses qui se font d'un claquement de doigts, ça se construit. C'est une co-construction qu'il va falloir faire. Donc il faut un plaidoyer aussi à ce niveau-là. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner aux dirigeants, justement, pour tous les DG, les DSI, les décideurs qui nous écoutent, par quoi doivent-ils commencer dès demain pour ne pas rater le virage donc, de la souveraineté numérique et la pire erreur à éviter, selon toi? Moi, je dirais que demain, on est samedi, donc lundi, je serai un DSI ou un directeur général. Je demanderai qu'on me fasse une feuille de route de souveraineté numérique sur un mois. C'est-à-dire que le 31 décembre, Ok, sortez-moi une feuille de route. d'accord. D'accord? Parce que la pire erreur à éviter, c'est justement de dire que non, la souveraineté numérique, c'est ça et on y va comme ça.
sortez-moi une feuille de route le 31 décembre. D'accord. On l'applique dès le 1er janvier. Bien sûr, dans la feuille de route, il va y avoir la relocalisation des données qui sont chez des hyperscalers ou d'autres hébergeurs en Europe. La pire erreur aussi à éviter dans la souveraineté des données, c'est que, je redisais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas encore totalement, on peut pas encore être les États-Unis. Les États-Unis, ils ont ceux qui construisent les serveurs, les data centers, l'électricité et tout ça. Nous, on sait très bien qu'il y a des pièces manquantes. Mhm. OK? Donc, il faut qu'on crée des champions. Mais bon, Ouais. ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, surtout sur le hardware. Donc, il faut créer des champions. Donc, une des pires erreurs aussi, c'est de dire que non, je veux faire du 400% africain. Par contre, il faut imposer, moi par exemple, un de mes trucs, c'est que je ne comprends pas pourquoi un État n'impose pas à Microsoft d'avoir ses serveurs dans un data center africain. N'impose pas à OVH d'avoir ses serveurs dans un data center. Donc nous, on l'a fait par exemple en termes de privé, on a imposé à OVH aujourd'hui, OVH, on est partenaire, ils auront leur serveur, donc même le Français qui ne veut pas me faire confiance, l'Africain qui ne veut pas me faire confiance, même s'il va aller chez OVH, je dis non, OVH est chez moi, Ouais. à Grand Bassam. Donc, tu vois, même si on n'arrive pas à 100% de la souveraineté, faisons des petits bouts. En fait, voilà, c'est pas à pas. C'est pas à pas. C'est-à-dire que, C'est voilà. pas à pas. Donc, l'erreur à éviter, c'est de dire qu'on va tout embrasser. Ouais. Il faut une méthode, c'est pour ça que je parle de feuille de route, mais il faut y aller tout de suite. C'est-à-dire dès le 1er janvier. Planification, Oui, ça passe par une feuille de route Oui. réaliste. réaliste. Et ensuite. Mais pas longue, hein, pas sur 5 ans. D'accord. Mais écoute, Steve, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, pas mal de choses. Malheureusement, notre Un temps est podcast, limité. voilà, c'est pas 3 jours, c'est ça? C'est sûr? Je te remercie beaucoup. Si. Je pense qu'on touche à la fin de cet échange qui s'est avéré très riche, hein. Encore une fois, je dis peut-être à la limite, on t'invitera pour un deuxième épisode. Donc, avant de te poser ma dernière question, je vais remercier nos auditeurs et nos téléspectateurs. Et je vais les inviter à suivre ton actualité en suivant le lien en bas pour se connecter avec Steve Chouaga, pour suivre son actualité. Et enfin, je vais te poser ma dernière question parce que je te le rappelle, hein, notre podcast s'appelle Tomorrow Everything Will Be Human plus AI. Demain, est-ce que tout sera vraiment humain plus IA? Non, aujourd'hui, ça l'est déjà. Aujourd'hui, ça l'est déjà. Ouais. Donc, c'est pas tomorrow, c'est today. Today, yes. Ok, écoute, merci Mopo. Merci, on va terminer sur cette note et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Tomorrow Everything Will Be Human plus AI. Tomorrow, everything will be